À la une de l'actualité ce lundi, l'ouverture ce matin à Cotonou de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Une session annuelle qui aboutira à l'élection d'un nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. La Côte d'Ivoire présente un candidat à ce poste. Les députés ivoiriens sont en formation dans la capitale politique ivoirienne. Ils sont instruits sur les réformes en matière de gestion des finances publiques, occasion de maîtriser les rudiments de bonne gouvernance en matière de ressources publiques. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Et dans ce journal, vous aurez le grand format de la rédaction. Coup de projecteur ce soir sur les travaux de construction du barrage de Soubré qui avance à grands pas. C'est à suivre dans un quart d'heure. Tout d'abord, ce lundi, l'ouverture ce matin à Cotonou de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Une session annuelle qui aboutira à l'élection de nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Son but est de définir les politiques de santé et d'approuver le budget et le programme de travail de l'OMS dans la région. Aussi, ce comité aboutira à l'élection d'un nouveau directeur régional de l'OMS. La Côte d'Ivoire présente un candidat à ce poste. Il s'agit du professeur Thérèse André-Yoman, ancienne ministre de la Santé. La correspondance de notre envoyé spécial à Cotonou, Delphine Blas. La 64e session du comité régional de l'OMS s'ouvre à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. La rencontre de Cotonou est donc une occasion propice pour débattre de fond en comble de cette maladie cruelle. Il urge en effet de trouver des solutions les plus efficaces pouvant conduire à son éradication dans les plus brefs délais. Madame, l'Organisation mondiale de la santé, notre organisation planétaire, a gagné de nombreuses batailles, y compris les plus improbables. Le monde entier, et particulièrement notre continent, fonde légitimement son espoir et son espérance en elle pour vaincre ce nouvel ennemi commun. Ebola au centre des préoccupations. La session du comité régional se tient dans un contexte difficile. Selon Dr Louis Sambo, directeur régional sortant de l'OMS pour l'Afrique, l'épidémie à virus Ebola met à rude épreuve et compromet les progrès réalisés en matière de développement socio-économique dans les pays touchés. À ce jour, plus de 13 000 cas ont entraîné près de 5 000 décès en Afrique de l'Ouest. Il faut une réponse urgente, a lancé Dr Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, qui s'exprimait en anglais. Elle a aussi délivré le message de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, sur la mobilisation internationale pour lutter efficacement contre Ebola. Autre sujet à l'ordre du jour, notamment la lutte contre les maladies transmissibles, la réforme de l'OMS qui sera marquée par l'élection d'une nouvelle équipe de direction au bureau de l'OMS pour l'Afrique. 5 candidats en lice, dont le professeur André-Yoman Thérèse, ancien ministre de la Santé, actuellement conseiller du président Alassane Ouattara, chargé de la santé. Après l'ouverture de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, place aux travaux en session plénière. Les députés ivoiriens sont en formation dans la capitale politique. Yamoussoukro, ils sont instruits sur les réformes en matière de gestion des finances publiques, occasion de maîtriser les rudiments de bonne gouvernance en matière de ressources publiques. On fait le point avec Hugues Weblé. Des députés ivoiriens désormais acteurs compétents de la vie budgétaire parce que capables d'une meilleure analyse et d'un meilleur contrôle du budget de l'État, c'est le vœu du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le séminaire d'information de Yamoussoukro est l'occasion pour les parlementaires ivoiriens d'approfondir leur compréhension des nouveaux dispositifs de gestion des finances publiques. Le séminaire d'information de Yamoussoukro, financé par l'Union européenne, donne aux parlementaires l'occasion d'avoir une vue d'ensemble du processus en cours de modernisation des finances publiques et une compréhension approfondie de leurs nouveaux dispositifs de gestion. Les objectifs de ce séminaire, il s'agit d'abord d'exposer aux participants des méthodes de gestion des finances publiques basées sur les résultats, mais plus spécifiquement, de mettre à jour et améliorer les connaissances des représentants du peuple sur leur mission en matière budgétaire,
de partager les expériences d'autres pays participant aux mêmes réformes, de favoriser l'appropriation de nouvelles méthodes, de nouvelles approches et de nouvelles tendances dans les domaines de gestion des finances publiques, et de renforcer la capacité des participants. Présents en grand nombre à Yamoussoukro, les parlementaires marquent ainsi leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans sa volonté de rendre l'action publique plus lisible et les progrès mieux mesurables en mettant en œuvre les réformes importantes recommandées par l'UEMOA à travers ses directives. Notre pays a amorcé la transposition des dites directives dans la législation nationale. En effet, notre Parlement a examiné et adopté dans le courant de l'année dernière la loi organique portant loi des finances et celle relative au code de transparence dans la gestion des finances publiques. Les représentants de la nation ivoirienne sont parfaitement conscients du chemin qui reste à parcourir, car les autres directives doivent également être transposées dans notre législation. À cet effet, les élus du peuple ont leur rôle à jouer. Le séminaire d'information des parlementaires ivoiriens sur le processus et le contenu des réformes en matière de gestion des finances publiques s'achève mercredi. En vue d'améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire, l'État a institué un cadre de dialogue permanent entre le secteur privé et l'État, dénommé le Comité technique de concertation. Ce comité, présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances, est réuni vendredi au plateau, rencontre au cours de laquelle ont été abordés plusieurs sujets. On en parle avec Mahamadou Traoré et Adama Kone. L'épineux problème de financement des PME a été l'un des points saillants de cette deuxième réunion du comité technique de concertation. À l'issue de ces échanges État-secteur privé, un nouveau dispositif va être mis en place afin d'y remédier. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, en accord avec le ministère de l'économie et des finances, a élaboré une convention cadre concernant le financement de la convention publique afin de permettre aux banques, dans un cadre transparent, sécurisé, de financer de façon plus hardie tout ce qui concerne en fait les financements des marchés publics en Côte d'Ivoire, comme cela se fait dans les autres pays de la région. La fiscalité liée aux garanties prélevées sur le crédit bancaire a aussi été évoquée lors de cette rencontre. Selon les banquiers, cette fiscalité constitue un frein à l'accès au financement pour les opérateurs économiques. Nous avons souhaité que cette fiscalité également soit revue. Donc l'État a proposé de traiter ce problème-là dans le cadre d'un comité technique, afin que des décisions appropriées soient prises pour, in fine, baisser le coût du crédit aux ménages et aux populations. Autres sujets abordés lors de ce comité technique de concertation, l'implémentation du guichet unique du commerce extérieur et la revalorisation des redevances domaniales du port autonome d'Abidjan. Au nom du gouvernement, la ministre chargée de l'économie et des finances, qui présidait cette rencontre, s'est engagée à arrêter un calendrier précis en vue de maintenir un dialogue permanent avec le secteur privé. Pour rappel, la dernière rencontre du comité technique de concertation remonte au 22 mai 2014. La conférence interafricaine de prévoyance sociale s'est ouverte aujourd'hui ici à Abidjan. Il s'agit d'une importante séance au cours de laquelle les membres seront formés pour une meilleure gestion des caisses générales de retraite et les institutions de prévoyance sociale en Afrique. Cette rencontre internationale porte sur la cartographie des risques, un outil indispensable à la bonne gestion des questions de sécurité sociale. Serge Collier. Dans la gestion des caisses générales de retraite et des organisations de prévoyance sociale, la cartographie des risques est un outil essentiel. Elle permet de recenser les risques majeurs et de les présenter de façon synthétique. Les inspecteurs, auditeurs et autres cadres des organisations de prévoyance sociale venus du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon, du Niger, du Togo, du Tchad, du Congo et de la Côte d'Ivoire seront formés aux notions essentielles en matière de cartographie. Ils pourront ainsi identifier les risques et les instruments de gestion. Pour le secrétaire permanent de la CIPRES, la conférence interafricaine de prévoyance sociale, collecter des fonds au titre des cotisations sociales et effectuer un volume important d'opérations telles que le paiement des prestations sociales implique pour les dirigeants
prise du risque, mais aussi prise de décision au quotidien. Nous avons souhaité organiser cette rencontre afin qu'on puisse échanger ensemble pour mettre en place la méthodologie nécessaire qui nous permettra de mettre en place la cartographie des risques des institutions de sécurité sociale. Eugène Niancan, directeur général adjoint de l'IPS Ségrae, l'institution de prévoyance sociale, la Caisse générale de retraite des agents de l'État, a souligné le rôle majeur de la CIPRES dans le dispositif de bonne gouvernance des caisses de prévoyance sociale. Le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Bamba Karim, a tout simplement souhaité que ces 5 jours de formation permettent aux participants de se familiariser avec les notions de cartographie et de risque pour une meilleure maîtrise des outils de gestion. Je vous le disais en titre, bientôt ce sera la fin du calvaire des usagers du pont de Boisflé, plus que quelques jours avant que l'ouvrage à 2 voies et long de 124 mètres situé à la sortie de la ville sur l'axe Yamoussoukro, Boisflé-Daloaman ne soit opérationnel. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour finir les travaux dans les délais indiqués. Le chantier a été visité ce week-end par les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi qui y sont allés pour se faire une idée de l'évolution des travaux évidemment. Mamadou Kwasi. Dans quelques jours, ces longues files d'attente de véhicules ne seront qu'un lointain souvenir. Le pont de Boisflé sur le fleuve Badama, promis par le président de la République Alassane Ouattara, est désormais une réalité. Tout est fin prêt pour sa livraison dans 2 semaines, selon les techniciens en charge des travaux. Chez les usagers, c'est la satisfaction totale. Quand on vient, on peut s'arrêter pendant au moins 1 heure de temps, ou bien à 30 minutes, attendre des autres passer. Aujourd'hui, nous, on a trouvé un nouvel pont et 2 voies. Vraiment, on a satisfait. Et on est très content. On remercie le président Alassane Ouattara. Un pont comme ça, depuis après le décès de Félix Faure-Boigny, vraiment, je suis content. Je suis content, très bien. Je suis fier de ma région. C'est ce chantier en finition qui a reçu la visite des ministres d'État, Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi. Une visite qui leur a permis de voir l'état du chantier. Ça a été vraiment une très très belle surprise de voir l'état d'avancement. Et je disais au ministre d'État que ce pont ne servirait à rien si on ne réhabilite pas la voie Yamoussoukro-Boisflé. Donc je pense que de venir voir de très près, de toucher ces réalités nous permettra de rendre compte au président de la République afin qu'au sein du gouvernement nous puissions être des avocats de la réhabilitation de la voie Yamoussoukro-Boisflé. Ce pont a été attendu depuis 30 ans et le président de la République, à moins de 2 ans, a réalisé ce pont pour le bonheur de la population de la Marawi. C'est un grand soulagement, c'est un grand honneur. C'est en septembre 2012 que le chef de l'État Alassane Ouattara a lancé les travaux de ce projet. Un projet qui prend en compte la construction d'un nouveau pont et la réhabilitation de l'ancien pour un coût total de 7 milliards de francs CFA. Déjà, la ville de Boisflé a bénéficié de 6 km de bitume au grand bonheur des populations de la Marawi. À 217 km de Boisflé, un peu plus au sud, on retrouve la ville de Sobré. Le gouvernement ivoirien y a aussi entrepris des travaux d'envergure. Le grand format ce soir met en lumière les travaux de construction du barrage de Sobré qui avance à grands pas. Ils ont été réalisés à ce jour à 30%. Les ingénieurs et les partenaires techniques sont à pied d'œuvre pour livrer le barrage avant même le délai requis. L'infrastructure pourrait être donc parachevée en 2017 plutôt qu'en 2018, comme annoncé au lancement de ces travaux en février 2013. Gabrielle Zani était sur le site le week-end dernier. Elle nous propose son sujet, grand format. Visiblement, le barrage de Sobré est en train de sortir des eaux du fleuve de la Nawa. Situé à environ 2 km de la ville cacaoyère de Sobré, ici les travaux s'enchaînent au fil des jours depuis leur lancement en février 2013 par le chef de l'État. Initialement, toutes ces zones étaient remplies d'eau, puisqu'on était dans le lit du fleuve. Donc pour pouvoir rendre nos zones de travail étanches, il a fallu construire cet ouvrage qu'on appelle le bâtard d'eau. Donc ça a été fait de part et d'autre. Et vers la fin, les deux se sont rencontrés au juste milieu là. Ainsi, nous avons l'eau avant qui passait ici. Désormais, on tourne l'ouvrage et passe de l'autre côté. On est toujours dans le lit du fleuve, mais la section est réduite. Concassage du granit,
délimitation des espaces, terrassement, remblaiement, isolement des eaux, les travaux avancent très vite. Nous avons commencé les travaux de bétonnage de l'évacuateur creux, un des ouvrages du projet barrage Soubré. Son rôle consiste à protéger tout le projet, à limiter les crues en fait. Réalisé à ce jour à 30%, l'ouvrage comprend la construction d'un barrage hydroélectrique de 275 MW, la réalisation du réseau d'évacuation avec une ligne de haute tension 225 kV long de 365 km reliant Soubré et le poste de Yopougon 2. Des extensions dans des postes de Soubré, Tabo, Abobo et Yopougon 2. Il y aura aussi 2 cités pour le chantier et l'exploitation. La cité d'exploitation, c'est une cité qui sert d'abord à loger le personnel de supervision et ça sert aussi plus tard, après la fin du barrage, à loger l'exploitant, c'est-à-dire que ceux qui vont exploiter le barrage. Le barrage constitue un projet important défini par le gouvernement pour assurer à moyen terme l'équilibre de l'offre et de la demande en électricité. Au-delà de cela, il a déjà permis de donner du travail à des jeunes désœuvrés. Moi, je suis un couturier, puisque mon travail ne marche pas. Donc, quand j'ai attendu que le barrage avait Soubré, et c'est là que je suis venu à Soubré pour venir déployer mes papiers. Et quand j'ai déployé mes papiers, on m'a fait retourner d'attendre dans 3 mois. Quand les 3 mois aussi sont arrivés, on m'a appelé pour venir. Je suis venu, on dit de passer le test. J'ai passé mon test, j'ai eu mon test. J'ai eu mon premier salaire à 150 000. Et moi, j'arrive à s'occuper de ma petite famille. Sur le chantier, la main-d'œuvre est constituée à 90% de jeunes Ivoiriens, issus en majorité de la région du Bassa-Sandra. Une offre de travail qui pourrait atteindre les 3000 emplois directs dans le second semestre de 2015. Vu l'ampleur du projet, le déguerpissement et le dédommagement des populations se font au fur et à mesure. Une partie de la compensation de la perte des plantations touchées par les travaux a été réglée. Ce fut le cas à Kopéragui. Je donnais vraiment, ça nous plaît beaucoup parce que le barrage qui est bien, surtout Soubré, tout la ville de Kopéragui, nous sommes très contents. On félicite beaucoup. Alors, ce que nous a promis, on attend. Nous a donné un premier pas, mais deuxième, on n'a pas encore reçu. Et c'est le président, c'est un homme de parole. S'il dit quelque chose, il le fait. Si ça va venir, je sais bien que ça va venir. L'État a tout prévu. L'environnement sera sauvegardé. Nous avons décidé de réduire la côte à la côte 152 qui couvrait au maximum 17 km² de terre et qui limitait un peu l'impact du barrage sur les populations environnantes. Cette étude a été poursuivie pendant la mise en œuvre du projet avec une étude encore plus détaillée avec un cabinet français associé à un bureau d'études national. Et cette étude a permis d'évaluer les différentes populations qui allaient impacter, la faune qui allait subir et tous les différents éléments qui étaient susceptibles d'être impactés par le barrage de Soubré. Le barrage de Soubré va permettre d'augmenter la capacité d'eau potable de la ville de Soubré. En ce qui concerne la santé, le projet permettra d'améliorer le plateau technique de l'hôpital de Soubré, mais va construire un nouvel hôpital. Aujourd'hui, avec la construction de ce barrage, l'une des promesses de campagne du président Alassane Ouattara est en train de devenir une réalité. Offrir une énergie de qualité à moindre coût et électrifier 500 localités par an. Le projet permettra aussi à terme au pays de rester sous-régionaux en matière d'électricité. La Côte d'Ivoire fournit l'électricité au Ghana, au Togo, et disons que jusqu'au Bénin d'ailleurs, compris. Et donc il y a eu des accords de fourniture sur l'électricité au Burkina Faso, au Mali. Et le ministre est en train donc de discuter aussi pour qu'il y ait des possibilités de fourniture du côté ouest justement, avec le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone si c'est nécessaire. D'un coût total de 331 milliards de francs CFA, le barrage de Soubré est à mi-parcours de sa réalisation. Les appuis multiformes des partenaires techniques et financiers chinois, SZ Bank Chine et Sino Hydro, sont considérables pour la livraison du barrage un an plus tôt, c'est-à-dire en 2017 et non en 2018 comme initialement prévu. Voilà, c'était le grand format proposé par le service politique de la rédaction.
On en vient à présent à cette tournée du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, qui était hier à Agou et Grand-Cousin, de localités du sud-est du pays. Cette mission avait pour but d'inviter les populations à l'union et au rassemblement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Moussa Konaté, Hermaniamia. Ambiance festive à Agou dans la région de la Mé au sud-est de la Côte d'Ivoire. La raison, la ville reçoit Albert Mabry-Touakeus, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Il est porteur d'un message, celui de l'union et du rassemblement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous inviter à prendre votre part dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire, dans la remobilisation des fils de ce pays. Sans la paix et sans la sécurité, point de développement. Aucun rêve n'est possible quand le préalable que constitue la paix et la sécurité ne sont pas remplis. Allons ensemble, marchons ensemble dans la confiance. Essayons de bâtir quelque chose de nouveau pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République est au travail. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est des jalons qu'il pose pour la Côte d'Ivoire de demain. C'est une Côte d'Ivoire qui doit aller au-delà que nous devons commencer à construire aujourd'hui. Le ministre Albert Mabry-Touakeus a procédé à cette occasion à l'investiture de la jeunesse communale d'Agou. Peu avant, c'est le village de Grand-Cousin, à 4 km d'Agou, qui l'avait accueilli. L'illustre hôte a été baptisé grand chef Atié du nom de Nanancho, un acte pour démontrer l'union scellée entre le ministre et le peuple Atié. Le collectif des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire se dit en phase avec l'appel de Daoukro pour la paix et le développement de la nation ivoirienne. Ils l'ont signifié dans une déclaration. Elle a été rendue publique à la faveur d'une cérémonie d'hommage au président de la République et au président du PDCI RDA. Le compte-rendu de Mamadou Kwasi. La double cérémonie d'installation du coordinateur régional du TRIE, Train ivoirien pour l'émergence, et l'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et au président Rikonan Bédié, a vu la mobilisation de plus de 5000 chefs traditionnels venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Une mobilisation qui s'explique selon Nanan Depo Didas, porte-parole des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, par leur adhésion à l'appel de Daoukro. Cette rencontre a été l'occasion pour les têtes couronnées de produire un communiqué traduisant leur accord et soutien à l'appel du président Rikonan Bédié. Pour tenir compte de la grave crise post-électorale qui vient de traverser notre pays, les rois et chefs traditionnels saluent l'appel au rassemblement de Daoukro, fait le 17 septembre 2014 par le président Rikonan Bédié. Pour lui, Abonois, président fondateur du TRIE, Train ivoirien pour l'émergence, l'appel de Daoukro est la confirmation de ses actions en faveur d'une candidature unique au sein du RHDP. On a baptisé le mouvement de TRIE. TRIE, tout ce qui peut nous diviser de ce qui doit nous rassembler. Ce qui doit nous rassembler, c'est ce qui construit la Côte d'Ivoire. Ce qui doit nous rassembler, c'est la vision oufouessienne. C'est un devoir moral pour les deux présidents, Aimé Rikonan Bédié et Alassane Ouattara, de ressouder le tissu de la Côte d'Ivoire, de reconstruire l'œuvre du Fouet-Boigny avant de passer le flambeau. C'est pourquoi il invite le nouveau coordinateur régional de la Maraoué à tout mettre en œuvre pour qu'en 2015, l'on enregistre un taux de participation de plus de 80% à l'élection présidentielle et un score de 95% pour le candidat Alassane Ouattara. Message bien perçu par Lucien Leibi, nouvellement installé par les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi. Autre soutien enregistré favorable au chef de l'État, celui du Forum des jeunes du Centre-Ouest pour la paix, un groupement d'ex-combattants du Front de sécurisation du Centre-Ouest. Ces jeunes ont organisé une rencontre à Yopougon pour expliquer les raisons de leur adhésion aux idéaux du chef de l'État. Le point avec Adama Kamaraté et Victorine Yao Yobwe. L'appel des autorités du pays à l'union et à la réconciliation pour une Côte d'Ivoire forte et développée a été entendu par le Forum des jeunes du Centre-Ouest pour la paix, un groupement d'ex-combattants du Front de sécurisation du Centre-Ouest, FSKO. Le FSKO va plus loin, il décide de soutenir le président de la République Alassane Ouattara pour sa réélection en 2015. Cette adhésion s'explique par plusieurs raisons. Hier, on a cru à l'homme. Nos éléments n'ont pas été profilés. Nos éléments n'ont pas été réinsérés. Aujourd'hui, j'attends avec espoir que le président Alassane Ouattara est en train de faire la réinsertion de nos jeunes gens. Mais pourquoi ne pas le soutenir?
c'est une décision que nous avons prise pour suivre Alassane Ouattara pour sa réélection. Pour ces ex-combattants, le pays est en chantier parce qu'un homme l'a voulu, le président de la République. C'est pourquoi ils lui rendent hommage. Pour Touré Mamadou, le conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse, c'est une sage décision car la Côte d'Ivoire a besoin de voir ses fils rassemblés pour accroître son développement. Ils ont décidé de tourner le dos donc à un certain passé. Aujourd'hui, ils ont décidé d'intégrer la République et pour nous, en intégrant la République, il y a un certain nombre de valeurs qu'ils doivent intégrer. La valeur travail, parce que le président Alassane Ouattara appelle les jeunes au travail. À l'issue de cette rencontre, ces groupes d'ex-combattants, devenus désormais le Forum des jeunes du Centre-Ouest pour la paix et la réconciliation, sont plus que jamais déterminés à sensibiliser leurs camarades restés en retrait à les rejoindre. Retour à l'actualité nationale avec ce mot de culture, notamment avec la fin de l'Abissa 2014. Après 8 jours d'intenses activités festives, l'Abissa a refermé ses portes. Après la présentation de vœux des populations au roi Nana à Montanoé, celui-ci les a exhortés à cultiver davantage la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Herman Niamien. Apothéose en fanfare de l'Abissa 2014, le peuple Nzima Kotoko de Grand Bassam a célébré 8 jours durant les festivités marquant son nouvel an. Pour cette cérémonie de clôture, les différentes composantes du peuple Nzima Kotoko sont venues présenter leurs vœux à leur roi. Elles l'ont également félicité pour la cohésion qu'il a su créer au sein du peuple Nzima. Nous avons eu des chefs, mais depuis que vous êtes au roi, nous sentons une union, une solidarité, nous sentons l'amour qui commence à régner dans ce peuple Nzima. Satisfait de l'Abissa 2014, le roi Nana Montanoé n'a pas manqué de remercier son peuple, les partenaires de l'Abissa et les nombreux festivaliers qui ont effectué le déplacement. Il a exhorté son peuple à cultiver davantage la cohésion sociale avant d'inviter l'ensemble des Ivoiriens à prôner la réconciliation. Nous avons parfois du mal à comprendre que les petites contradictions qui peuvent exister entre eux n'arrivent pas à trouver de solution pacifique et entraînent le peuple dans des dérives extrêmes. Nous devrons pouvoir tous au moins reconnaître que dans l'édification d'une société, parmi les valeurs qui fondent le développement de cette société, la toute première, c'est le travail. Et s'il se trouve que la Côte d'Ivoire s'est remise au travail, l'on peut espérer que la croissance, le développement suivront. Les tam-tams ont été renversés, signe de la fin de l'Abissa. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine où le peuple Nzima sortira encore nombreux pour répondre à l'appel de son roi. La CAF a annoncé ce lundi que la Coupe d'Afrique des Nations, prévue début 2015 au Maroc, n'était pas reportée pour l'instant. Une nouvelle réunion est programmée le 11 novembre au Caire. Voilà, c'est sur ces informations que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sur le coup de 21h, retrouvez toute la rédaction sportive de RTI 1 dans Lundi Sport, justement à la découverte des nouvelles championnes, les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont qualifiés pour le mondial du football féminin au Canada l'année prochaine. C'est à suivre avec Cathy Touré sur le coup de 21h. Moi, je vous dis à demain, 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.